Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Une circulaire du président de la République sur la préparation du budget 2018 qui appelle à traquer les fonctionnaires fictifs, à être regardants sur le paiement d'émissions et autres primes. Et voilà que le débat sur la réduction du train de vie de l'État au Cameroun est à nouveau relancé. Au moment où le Cameroun vient de recourir justement une fois de plus au FMI, est-il possible que les dépenses publiques soient enfin réduites? Le chantier qui dure, ce chantier qui dure depuis des lustres, est-il réalisable? L'État est-il prêt à serrer la ceinture au Cameroun? Deux invités nous éclairent sur ce sujet ce soir dans le cadre de cette édition de Géopolis. Ce sont Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir Guizougo, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Géopolis. Alors, je rappelle que vous êtes membre du shadow cabinet du SDF en charge de l'information et des médias, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de cette question de la réduction du train de vie de l'État. Je rappelle également que vous vous intéressez aux questions économiques. On a lu ce que vous avez écrit ces jours-ci sur ce sujet, justement. Tout à fait. Voilà. Merci encore. Alors, avec vous ce soir, Roger Betala, bonsoir. Merci Guy et merci donc aux téléspectateurs d'Equinox que nous aurons la possibilité d'avoir très nombreux ce soir pour parler de ce sujet important que vous avez décidé de mettre sur la table. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques et que vous avez travaillé, vous avez animé pendant longtemps le service économique de la CRTV Poste Nationale. Effectivement, j'ai été recruté à la fonction publique le 18 février 1983. La CRTV nous a trouvés en 1987. J'ai été nommé chef de service économique en 1988. Je suis resté jusqu'en 2000. Et puis après, bon, j'ai occupé d'autres fonctions. Mais même en occupant les autres fonctions, je me suis toujours intéressé à l'économie parce que j'ai créé avec un certain nombre de collègues l'association des journalistes économiques du Cameroun, dont j'ai été secrétaire général pendant 15 ans et puis dont j'assure la présidence aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Roger Betala. Alors, réduction du train de vie de l'État au Cameroun, mais il faut d'abord peut-être dresser aujourd'hui ce qu'est le tableau du train de vie de l'État, Jean-Robert Wafo. Comment se présente-t-il ce train de vie de l'État aujourd'hui au Cameroun? Pour un pays comme le Cameroun, n'est-ce pas, le train de vie de l'État est carrément un gouffre à sous, un gouffre budgétaire. J'en veux pour preuve une sortie remarquable, n'est-ce pas, du groupe parlementaire du SDF, c'était en 2009, que disait, n'est-ce pas, ce rapport disait qu'entre 2007 et 2009, c'est-à-dire 3 exercices, l'État avait dépensé comme 792 milliards de francs CFA pour les séminaires, les colloques, ainsi que les ateliers, comment on appelle ça aussi, de restitution, les frais de bouche, les carburants et lubrifiants, les achats de véhicules, 792 milliards de francs CFA en 3 ans, 2007, 2008, 2009. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on est carrément en train d'aller commander, on a commandé un prêt de 390 milliards au FMI, on tombe à la renverse. Donc voilà, je vais venir au cours de ce débat, je vais, n'est-ce pas, revenir beaucoup plus en détail sur ce gaspillage jamais égalé dans un pays. Mais en dehors de ce que vous avez relevé au SDF, les 792 milliards, il y a d'autres postes de dépenses qui semblent quand même assez, à la limite, on va dire, scandaleux. Mais bien sûr, je parle, n'est-ce pas, je reviens d'abord sur des salaires fictifs. Oui. Parce que c'est un scandale d'État. En 2007, en 2006, quand vous avez exercé, quand il y a une mission du FMI qui est donc arrivée au Cameroun, qui a rencontré les parlementaires du SDF, qui ont fait, puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi on n'atteignait pas le point d'achèvement, nos députés avaient fait état de ce qu'il y a un gouffre à sous, qu'il faudrait que le FMI essaie de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait un assainissement du fichier solde. Alors, il y a eu des résistances, mais le gouvernement n'avait pas de choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a commencé à effectuer cet assainissement du fichier solde, et je me rappelle qu'au cours d'une conférence de presse organisée par le ministre des Finances de l'époque, à la question d'un journaliste qui cherchait à savoir où on en était avec l'assainissement du fichier solde,
le ministre avait révélé que il y avait près de 38 000 faux fonctionnaires qu'on avait à débusquer et que ça a été passé de 36 milliards à 20 000 milliards de francs CFA. Bon, soit un gap de 8 milliards. Bon, ben, les députés ont posé la question à l'Assemblée nationale lors d'une question orale. Le député Mbadam, le député Jean-Michel Nietzsche, ils ont posé la question au ministre des Finances, et le dernier en date, c'était le ministre Essim Minier. On lui a demandé, ils lui ont demandé, mais ce gap de 8 milliards de francs CFA allait où avant? Parce que quand on fait un calcul simple, 8 milliards par mois, ça fait combien? Ça fait 96 milliards de francs CFA par an. Ce qui fait que de la période où le Cameroun est tombé en crise en 87 jusqu'en 2007, ça fait 20 ans, ça fait 1920 milliards de francs CFA qui ont été détournés au seul titre des salaires fictifs. Et je rappelle que le ministre des Finances à l'époque, je parle de M. Essim Minier, avait reconnu à l'hémicycle qu'effectivement il y avait ce problème et qu'il ne fallait pas que les députés du SDF fassent large gros parce qu'ils étaient capables de faire tomber 20 fois la République. Donc c'est pour vous dire que déjà ces salaires fictifs, c'est un gouffre incroyable. Et je peux même dire, on aurait pu sortir rapidement, n'est-ce pas, du premier programme d'ajustement structurel si on avait tout simplement actionné le levier des salaires, donc de l'assainissement du fichier sol. Ça n'a pas été le cas, ça a été démontré à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire du SDF, et le ministre s'est incliné, il n'avait plus rien à dire. Bon, voilà. Absolument, on reviendra dans les détails sur ces postes de dépenses. Alors, Roger Betala, le train de vie de l'État aujourd'hui au Cameroun, vous le trouvez comment? Dispendieux, raisonnable, ou alors il y a forcément des coupes à faire? Le train de vie de l'État est très difficile à apprécier. J'admire la dextérité du ministre du SDF qui, lui, estime que c'est très facile de savoir si l'État dépense trop d'argent ou pas, si l'argent est gaspillé ou pas. Parce que le train de vie, c'est en fonction des besoins et des objectifs à atteindre. L'État a des missions, l'État a un service qu'il doit rendre et qui doit d'une certaine qualité, qui a un coût. Alors, la question que les uns et les autres doivent d'abord se poser, est-ce que le financement de ce coût-là est assez important pour que l'État puisse rendre des services de qualité? C'est difficile de donner une réponse claire à ce problème. Donc, moi, je dis, prendre le train de vie de l'État comme quelque chose sur lequel on peut trouver une réponse tout de suite là, toute faite. Il faut vraiment être un alchimiste. Parce que c'est un problème excessivement complexe. Pourquoi je lui dis? Je dis, il y a un budget de l'État. Et le budget de l'État a deux parties. L'investissement et puis le fonctionnement. Donc, il y a un côté l'investissement et à l'autre côté le fonctionnement. Le gaspillage, surtout, est vu du côté du fonctionnement. Alors, lorsque vous allez dans les ministères, vous avez eu le sentiment au Cameroun que la technologie est de haute qualité, que les bureaux sont très bien meublés, que c'est beau à voir. Non. C'est pour cela que je dis, je ne défends pas l'État, mais je dis, il faut être sobre lorsqu'il s'agit de dire si l'État gaspille ou non. Alors finalement, est-ce qu'il y a eu des gaspillages ou pas? Il y a bien évidemment eu des mauvais postes de dépenses. Ah oui. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, c'est-à-dire que par exemple, au niveau du fonctionnement, au niveau du volet solde de la fonction publique, il y a sûrement eu là-dedans des brebis galeuses, des gens qui ont disparu, et ainsi de suite. Et je dis, tous les États du monde, la plupart des États du monde luttent contre ce phénomène. Parce que c'est un phénomène qui est annuel. Pourquoi je dis annuel? C'est que chaque année, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont mis à la retraite. Il y a des gens qui partent du Cameroun pour d'autres destinations et qui continuent de toucher l'argent. Donc, ça veut dire qu'il est difficile de croire qu'un État peut maîtriser de façon optimale ses ressources en ce qui concerne le fichier solde. Le plus important, c'est de limiter au strict minimum le gaspillage dans ce domaine-là. Et moi, je dis, lorsqu'on essaie de voir ceux qui ont suivi l'évolution
de l'économie nationale depuis les années 80 et vont vous dire qu'il y a eu un effort perceptible en ce qui concerne la gestion budgétaire. Lorsque nous entrons au Fonds monétaire international en 1988, personne ne peut vous dire avec exactitude quel est le montant du budget. Personne ne peut vous dire avec... Et pourtant, on avait un budget chaque année. On avait un budget. C'était quoi, un budget fictif? C'était un budget, c'est-à-dire, ça voulait dire les instruments étaient tellement archaïques. L'État avait une gestion tellement artisanale que les gens ne le savaient pas. Mais aujourd'hui, vous pouvez savoir à tout moment où se trouve le problème. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu, mais au moins, vous pouvez savoir à tout moment où se trouve le problème. Par exemple, l'honorable dit qu'il y a un problème au niveau des effectifs. Mais je vous dis, il y a une vingtaine d'années, c'était difficile de dire que ce problème vient des effectifs ou bien des mauvais postes budgétaires mis en place par certains responsables des départements ministériels. Donc il y a un effort qui a été fait. Cet effort est-il suffisant? Ça, c'est une autre question. Mais il y a quand même une modernisation de la gestion des finances publiques depuis plusieurs années et qui montre aujourd'hui, qui fait aujourd'hui que tous ceux qui observent l'économie nationale peuvent vous dire avec plus ou moins d'exactitude où se trouve le loup. Alors, mais il y a quand même un chiffre que Jean-Robert Wafo avance. 1920 milliards détournés en 20 ans dans le cadre des fonctionnaires, par les fonctionnaires fictifs. Est-ce que vous trouvez ce prix raisonnable, ce montant raisonnable? Je trouve que ce montant a un problème parce que à la fonction publique, quand on paye le salaire en fonction des gens qui ont des matricules. C'est en fonction de ça qu'on paie le salaire. C'est-à-dire que les salaires évoluent à la fonction publique camerounaise chaque mois. Donc il est difficile de faire des spéculations sur 10 ans. C'est ce qui peut, à vous suivre très bien, cela veut dire que cela fait fluctuer la masse salariale. C'est-à-dire que la masse salariale au Cameroun n'est pas statique à cause justement de cette difficulté à maîtriser le fichier. Je suis d'accord avec le ministre qu'il y a des difficultés à maîtriser la masse. Mais il est aussi très difficile de donner un montant exact de l'argent qui a été détourné. Surtout parce que le budget du Cameroun, c'est un budget qu'on n'évalue qu'à la fin du processus. Et non pendant le processus. Et non pendant. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit le budget de l'État, c'est 4 000 milliards. Personne ne sait exactement quel est le montant jusqu'à la fin. Ce n'est qu'à la fin qu'on évalue le processus. Et puis, parfois, l'argent et l'unicité de la caisse fait que l'argent qui était prévu pour les salaires ne va pas toujours à ces salaires-là. Parfois, il va à autre chose. C'est pour ça que je dis, moi je suis admiratif qu'ils connaissent exactement le montant qui a été détourné. Mais je dis, c'est très difficile. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de savoir exactement combien d'argent ont été détournés par les gens du fait des salaires fictifs. C'est tout ce que je dis. Non, mais ce chiffre n'a pas été démenti par les différents ministres en charge. Je ne vous ai pas démenti. Je vous en prie. Oui. Ce chiffre, on n'a jamais démenti cela. Je vous le dis, si c'est une révélation que vous avez, prenez ça comme tel. Parce que je vous dis, c'est clair. Et d'ailleurs, le président de la République, vous avez vu la circulaire du président de la République qui parle de comptage physique du personnel de l'État. Ça veut dire que, malheureusement, il le dit à quelle heure, mais on dit parfois mieux vaut tard que jamais. Il parle du comptage physique. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut justifier, M. Roger d'État, là? Que la masse salariale de l'État, qui était descendue à 28 milliards de francs CFA en 2007, soit remontée aujourd'hui à 75 milliards de francs CFA, alors que les gens sont allés en retraite. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Si ce n'est qu'il y a des salaires fictifs. Qu'est-ce qui peut également justifier, n'est-ce pas, au niveau du train de vie de l'État, qu'on en soit aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, à organiser des séminaires, des colloques, des ateliers, on appelle ça des ateliers de restitution et validation. Si ces ateliers étaient signés et ces colloques étaient efficaces, le Cameroun serait le pays le plus dynamique au monde. Mais ce qui n'est pas le cas.
Qu'est-ce qui peut justifier qu'on continue à avoir des dépenses, donc des véhicules de prestige au niveau de la fonction publique et encore plus chez les militaires? Qu'est-ce qui peut expliquer que les gens ont continué à donner de l'argent, à faire des décaissements et à partager l'argent aux gens dans des séminaires et autres, dans des sacs banjok? Parce que c'est également cela. Je pense pour ma part que il faut une réelle volonté politique. Et ça vient du sommet. Qu'est-ce qui peut également justifier cette tournée ministérielle à travers le pays, donc avec tout un convoi de véhicules, 4x4, 10, 15, 20 véhicules? C'est pas sérieux. Et je dirais que la volonté politique, il n'y en a pas, parce que on a l'habitude de dire que le serpent pourrit d'abord par la tête. Et qu'est-ce qui peut expliquer, M. Roger Betala, que le Cameroun avait 20 millions d'habitants à une soixantaine de ministères, alors que la France qu'on aime citer a 60 millions d'habitants, à 15 ministères et 15 secrétariats d'État, 3 fois plus peuplé que le Cameroun, et des dizaines de fois, donc 10 fois, c'est 30, 50 fois plus riche que le Cameroun, si ce n'est qu'on entretient cette clientèle qui ira, n'est-ce pas, à chaque élection, à chaque échéance électorale, ira sur le terrain distribuer du riz, des sacs de riz et tout. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Écoutez, il faut qu'on apprenne à sérieux. Qu'est-ce qui peut également justifier que le Conseil économique et social, qui devait avoir presque une centaine de membres en soi aujourd'hui, 144 membres, aujourd'hui il n'y a plus que 6 membres, qui chaque année, c'est inscrit dans le budget de l'État, consomment plus d'1 milliard de francs CFA. C'est des choses visibles, M. Betala. C'est des choses visibles. Et je vais même plus loin. Il faut également assainir le ministère des Finances qui est devenu un lieu de prédation. Et faire en sorte que le fonctionnaire ne soit plus au centre, c'est-à-dire au centre de décision, c'est-à-dire, je veux dire quoi, au centre de développement du pays. Parce que c'est eux, ce sont ces fonctionnaires, effectivement. Il faut le dire clairement. Je n'ai pas dit que tous sont comme ça. Je n'ai pas une vision manichéenne, n'est-ce pas? Alors vous dites qu'il faut dévaluer le rôle du fonctionnaire, c'est ce que vous dites? Il ne faut pas... Le fonctionnaire, je vous dis, c'est un blocage. Et pour résoudre ça également, il faut accélérer le processus de décentralisation. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que la décentralisation est monnaie au Cameroun. Parce que tout continue à être géré ici à Yaoundé. Donc vous voyez très bien qu'il y a des pauses de dépenses qui devraient être supprimées. Et quand on atteint le trou, puisque nous sommes dans un trou, on a fait un saut dans la nuit, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Alors, parce que, voyez-vous, il n'y a pas que les salaires fictifs. Oui. Il y a quand même d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses. Oui. Je vais, notamment, vous prenez le dernier rapport. On pourra y aller tout à l'heure parce que... Oui, le temps qu'il répond. Oui, parce qu'il faut que je... Oui, il faut que je vous réponde. Oui, c'est la question. Bon, d'abord, je vais vous dire, nous ne sommes pas dans un trou. Nous ne sommes pas tombés dans un trou. Nous avons des... Quand on fait un saut dans la nuit, on s'attend à quoi? On n'est pas tombé dans un trou. Pour une raison tout à fait simple. Le taux de croissance quand même du produit intérieur brut du Cameroun, c'est autour de 4%. Il ne faut pas l'oublier, malgré le fait que nous soyons allés au FMI, c'est 4%. En 2016, c'est 4%. Est-ce que vous avez intégré j'ai commencé à répondre à vos questions. Le taux d'accroissement démographique? Est-ce que vous avez tenu compte de l'inflation? Ça, c'est un taux de croissance artificiel. Je ne suis pas encore arrivé... La province ne se répercute pas sur le palier de la ménagère. C'est ça le Cameroun. Il y a trop de théories. Il y a trop de théories. Mais dans la pratique, on ne voit rien. Je pose la question. Parce que vous calculez le taux de croissance. Si vous me laissez parler, vous allez vous comprendre que ce n'est pas de la théorie. On reviendra à vous dans vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de la théorie. Vous disiez 4% de Nous avons en 2016 un taux de croissance de 4,2. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le trou. Nous sommes dans une situation délicate. La situation de 2017 n'est pas celle de 1993, 92, 93. Le taux de croissance était de moins 12%. Moins 12 en 92-93. Ça avait été dit? Mais je l'ai dit, moi, en tant que chroniqueur à la CRTV radio. Je l'ai dit. C'était moins 12% l'exercice 92-93. C'est là que nous allons jusqu'au fonds monétaire, jusqu'à la dévaluation. Nous sommes à 4%. L'écart est de 16 points entre la situation de 92-93 et celle
de 2017. Ça, c'est un fait, ce n'est pas de la théorie. Deuxième, c'est donc je voulais seulement d'abord répondre à votre question. On n'est pas dans un gouffre, on est dans une situation difficile. Et lorsque vous analysez les 6 États de la CEMAC, vous allez vous rendre compte que si le compte d'opération aujourd'hui de la CEMAC reste à 50,2%, c'est parce que le Cameroun a un excédent suffisant pour soutenir les autres. Les devises de la Guinée équatoriale et du Tchad, c'est négatif. C'est moins comme neige au soleil. Oui, c'est négatif même, moins 8 milliards, l'autre ça doit être moins 7 milliards, quelque chose comme ça, d'euros. Donc, le Cameroun n'est pas au fond du gouffre. Et puis il y a une deuxième, il faut donner les infos. Le Cameroun dans la zone CFA est le pays qui a le ratio produit industriel sur PIB le plus élevé. La Côte d'Ivoire, c'est 13%, le Cameroun est à 16%. Donc dans la zone CFA, le Cameroun est le pays le plus industrialisé. Mais oui, je dis le ratio... Zone CFA, Afrique centrale. Non, zone CFA. Tout court. CFA, c'est-à-dire un mois, oui, Afrique centrale et Comores. Oui. Voilà la zone CFA. Le Cameroun est le pays le plus industrialisé parce que l'indice d'industrialisation, c'est le rapport des produits manufacturés sur le produit intérieur brut. Ça se voit. Le Cameroun est autour de 16%. La Côte d'Ivoire qui suit est autour de 13%. Ça, c'est les statistiques de 2016. C'est que les Camerounais voient toujours le mal. Les Camerounais, pourquoi est-ce qu'ils voient le mal? Peut-être parce que, comme je suis en train de... Est-ce qu'il y a des répercussions de tous les chiffres que vous donnez dans le panier de la ménage? Il y a quand même des répercussions parce que le Congo a réduit les salaires de moitié. La République du Congo. Le Tchad a fait pareil. Le Gabon est en train de baisser. Le Cameroun n'a pas baissé ses salaires. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Peut-être que ça arrivera. Mais écoutez, attends, je suis en train de... Il y a eu une double baisse en 93. On n'a jamais rattrapé cela. Non, la double baisse de 93, c'est parce que nous étions dans le trou. Oui, mais on n'a jamais rattrapé ce niveau. Peut-être c'est ça qu'il ne faut pas baisser à nouveau. Non, on n'a pas pu le rattraper parce que la situation ne s'est véritablement jamais améliorée au niveau où on peut le rattraper. Oui. Non, je voulais seulement dire au ministre que nous ne sommes pas dans le trou, nous sommes en difficulté. C'est qu'il y a le trou et il y a la difficulté. Le trou, c'était en 92-93. Là, nous étions plongés dans le noir. Cette fois-ci, il y a de la visibilité. Et quand vous analysez même les exigences du Fonds monétaire international, c'est quoi? C'est être rigoureux dans la gestion budgétaire, diversifier l'économie, essayer d'améliorer la situation extérieure de notre... essayer d'améliorer la balance commerciale, ainsi de suite. Tout cela est contenu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Donc, en ce qui concerne l'analyse théorique, celle du gouvernement est bonne. Mais il y a seulement un problème, c'est la mise en application qui connaît quelques difficultés. Et concernant les salaires des fonctionnaires, je voulais dire à M. le maire que, en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires, l'effort est réel en ce qui concerne la résorption de cette affaire. Parce que lui-même a donné l'exemple du gap de 8 milliards qui a été découvert. Ce gap a été découvert parce que l'État avait décidé de mettre en œuvre les moyens d'assainir le fichier solde. Sous la contrainte du FMI. Pas nécessairement. Quand il y a eu opération Antilope, il n'y avait pas encore le Fonds monétaire international. Mais on sait ce que Antilope est devenu. Non, il y a eu opération Antilope. L'opération Antilope a permis à l'État de faire des économies. L'opération Antilope a permis de débusquer beaucoup de fonctionnaires effectifs. Et puis, vous dites que ce que le chef de l'État dit, recensement physique, mais ce n'est pas la première fois. L'opération Antilope, moi j'étais fonctionnaire du ministère de l'Information et de la Culture à l'époque, c'était physique. Vous veniez vous-même. On n'acceptait même pas que votre femme ou un ayant droit, vous veniez vous-même avec vos documents devant quelqu'un qui les lisait devant vous. Donc c'était physique. Donc ce que le chef de l'État dit, c'est qu'il répète inlassablement ce qui doit être fait. Donc le poisson n'est pas pourri par la tête. La tête est vigilante. Et la tête rappelle aux uns aux autres ce que les uns et les autres doivent faire. Si vous avez suivi le discours du chef d'État du 31 décembre, où est la différence entre le contenu de ce discours et les exigences du Fonds monétaire international? Il y a une différence. Il n'y en a pas. La tête n'est pas pourrie. Alors, mais quand même, Roger Betala, cette bataille contre
les difficultés, la tentative de réduction des trains de vie de l'État, on a quand même envie de se poser des questions. Ce n'est pas la première fois, Jean-Robert Wafo, quand même. Oui, on se souvient quand même, avant d'aller au FMI en 88, il y a eu des mesures qui ont été prises. Oui, mais il y a eu des mesures, mais il y a eu des blocages également. L'opération Antidote, le ministre Gaga Manadi l'a fait savoir à tout le monde qu'il a été, quand il a engagé l'opération Antidote, sur instruction du président de la République, il y a eu des blocages énormes. Il a dit, allez donc chercher à savoir où se situaient ces blocages. Il y a eu CJPS 1, il y a eu CJPS 2. L'État a mis des milliards de francs CFA. Pour quel résultat? Pour que la masse salariale passe de 28 milliards en 2007 à 75 milliards? C'est inscrit dans le quotidien gouvernemental Cameroun. Mais alors, est-ce que... Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Et quand vous parlez du taux de croissance, moi, je mets ça un peu en doute. Hein. Parce que quand on nous dit qu'au Cameroun, nous sommes 20 millions d'habitants, et qu'on dit par exemple que Douala n'a que 1 900 000 habitants, et que la commune dans laquelle je réside, Douala deuxième, n'a que 261 407 habitants, moi je tombe à la renverse parce que le taux de croissance, ça se calcule comment? C'est-à-dire que c'est l'augmentation du PIB auquel il faut indexer, c'est-à-dire que indexer le taux d'accroissement démographique ainsi que l'inflation. Vous le savez très bien. Quand déjà le taux d'accroissement démographique est faux, parce que les chiffres qu'on brandit sont faux, vous comprenez bien que le taux de croissance qu'on brandit également, pour être poli, ne répète pas la réalité. Dans le FMI aussi se trompe. Mais, puisque c'est le Cameroun qui donne les chiffres au FMI. Pourquoi qu'ils n'ont pas d'autres sources? Est-ce que c'est le FMI qui fait le recensement chez nous? Le taux de croissance... Est-ce que le FMI fait le recensement? Je veux d'abord donner... chose. Je vais donner une précision concernant le taux de croissance. Oui, allez-y. Le taux de croissance réel est différent du taux de croissance nominal. Et je dis... Le taux de croissance réel du Cameroun, en fait le taux de croissance nominal du Cameroun, c'est 4%, c'est-à-dire la variation du PIB de 2016 à 2017. Oui, mais quand on parle de taux de croissance, bon, ça veut dire que vous faites, donc, vous ne me donnez pas tort. Parce que oui, le taux de croissance réel, comme ça se calcule dans d'autres pays, oui, le taux de croissance il faut indexer à cela parce que quoi? C'est un peu simple. Si vous avez un patrimoine qui augmente, et que, donc, dans votre maison, et que le nombre d'enfants augmente, bien évidemment, le nombre d'enfants va influencer, n'est-ce pas, donc la ration alimentaire. C'est tout à fait normal. On ne peut pas calculer le taux de croissance limitant juste à l'augmentation du PIB. Non. Non. Allez-y d'abord, monsieur le ministre, allez-y. Je vous répondrai plus tard. Mais vous avez parlé, n'est-ce pas, vous avez pris des exemples sur la Guinée équatoriale, sur le Congo, Tchad, le Gabon et tout. Bon, ils ont un pays, prenons d'abord les pays de la zone, c'est ma Guinée équatoriale, Tchad, Gabon. Ils sont allés contracter un prêt parce que, donc, à cause de la chute du cours du pétrole, qui a, n'est-ce pas, déséquilibré la balance de paiement, je veux dire même la balance courante, du fait des insuffisances de leur devise, à même de faire en sorte qu'ils fassent des opérations à l'extérieur. Mais le Cameroun, ce n'est pas le cas. Oui. Parce que la quote-part des ressources pétrolières du Cameroun a effectivement été reversée par la SNH conformément aux prescriptions budgétaires, je veux dire au budget de la nation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la chute des cours. Le problème au Cameroun est plus structurel que conjoncturel. Il faut qu'on le dise. Du fait de la mauvaise gestion. Je parlais du rapport de la Chambre des comptes pour le compte de l'exercice 2015. Que dit ce rapport? Que 40% du budget de fonctionnement de l'État ont fait l'objet de détournements, soit par le biais des marchés de gré, soit par le biais des marchés fictifs. Or, le budget de fonctionnement de l'État du Cameroun en 2015, c'est de 2315 milliards de francs CFA. 40%, ça fait 926 milliards de francs CFA. Détournés. C'est le rapport de la Chambre des comptes. Les membres sont nommés par le président de la République. Je dis, c'est dans le rapport de la Chambre des comptes. Tous les députés, membres de la Commission des finances ont ce rapport. Et j'ai envie de vous, l'honorable Gaston Comba était passé, je crois que c'était sur ce plateau. Il a révélé cela, lui, les membres de la Commission des finances et du budget. Voilà. Vous voyez, si au seul titre d'un exercice, on détourne 926 milliards de francs CFA. Ça, c'est quand même le budget de fonctionnement. Imaginez un peu aussi le budget d'investissement. Quand on se rend compte qu'on s'est lancé dans des grands projets structurants,
avec des infrastructures, dont les infrastructures irrelatives aujourd'hui ne nous rapportent rien. La plupart du temps, ces projets structurants, même ces projets dans l'ensemble, sont surfacturés, tout le monde le sait. Quand on dit par exemple que le stade de Japoma, c'est 160 milliards, qui fait donc quoi à ça? Dernièrement, on a inauguré l'immeuble de la CNP. On a inauguré. Donc, non, oui. Je parle du palais des congrès. Des congrès, 12 milliards. On parle de 12 milliards de francs CFA. Avec 12 milliards de francs CFA, allez voir ce qu'on a fait là-bas. Après la rénovation. Il faudrait bien que, après la rénovation, il faudrait bien que la Chambre des comptes passe là-bas. Que les structures en charge du contrôle de tout ça, le contrôle de discipline budgétaire, la CONA, il doit passer là-bas. Voilà. C'est-à-dire, je dis, dans ce pays, on a détourné pratiquement l'équivalent du produit intérieur brut. Je vais vous relever également autre chose, M. Betala, lequel est journaliste économique. Et vous savez certainement mieux que plusieurs personnes. Où est passée la caisse de dépôt et de consignation? Je vous rappelle que la caisse de dépôt et de consignation a fait l'objet d'une loi, la loi du 14 avril 2008, a été promulguée par le chef d'État, et le décret d'application qui a suivi, c'est en avril 2011. Où est passée cette structure? Vous savez pourquoi j'insiste sur cette structure? Je vais dire à quoi c'est cette structure. Oui. Dans des pays qui disposent de cet organisme stratégique, cet organisme investi accompagne le gouvernement, c'est-à-dire que sur la base des priorités définies effectivement par le gouvernement, accompagne donc le gouvernement dans ses projets de développement économique, c'est-à-dire que cette structure intervient dans l'habitat, dans les infrastructures, dans l'innovation, la recherche et l'innovation. Il faut quand même préciser, Jean-Robert, qu'on y dépose des fonds qui proviennent. Tout à fait. Ces fonds proviennent de quoi? Il y a d'abord les fonds des clients détenus par les auxiliaires de justice, je veux dire les consignations qu'on dépose là. Quand vous avez dans un procès au tribunal, on vous demande c'est la consignation. Il n'y a pas de caisse pour ça. Donc cet argent là-bas, dans tous les tribunaux et du pays. Il y a les fonds de contrepartie. Il y a les fonds d'indemnisation pour cause d'utilité publique. Par exemple, à Banjul, là, c'est-à-dire que quand on a fait l'échangeur de Banjul, l'argent avait été prévu dans ce cadre pour indemniser les gens. Où est parti cet argent? Un peu partout, on voit sur l'axe Yaoundé, Douala, Yaoundé, dans les populations le réclament. Pourtant, il y a des fonds de compte. Mais ça provient également de quoi? Des dépôts des notaires. Il y a également des consignations pour coupe de bois. Il y a les consignations, il y a également les consignations des mandataires et des administrateurs en exercice, donc en exercice de leurs fonctions. Il y a les dépôts des notaires, comme j'ai dit. Alors, il y a plusieurs choses. Et les experts, cette question a été posée à la Commission des finances et du budget. Les experts estiment des pertes entre 6 000 et 9 000 milliards de francs CFA. Je dis bien les experts. Les plus modestes parlent de 6 000. Ceux qui sont un peu plus critiques parlent de 9 000. Le ministre des Finances, Alani Ousmane, le sait. Il a été interpellé sur cette question à la Commission des finances et du budget. Donc vous voyez bien que tout ce que j'ai mis là, tout ce que je viens de révéler là, vous comprenez très bien que dans ce pays, on a détourné, je te dis, on a détourné un montant égal ou supérieur au produit intérieur brut. Et c'est pour ça, M. Betala, que je dis la crise est plus structurelle. Quand on se rend plus... Aujourd'hui, quand je parlais du trou, quand je disais qu'on est dans un trou... C'est pas seulement de dire qu'on va traquer les fonctionnaires fictifs. C'est au-delà de ça. Qui sont ceux... Bien sûr. Puisque 701 milliards de francs, on a contracté un crédit, on a contracté un prêt de 390 milliards de francs CFA. Il y a 101 milliards de francs CFA qui sont débloqués dans un premier temps. Ça ne viendra pas dans les caisses de l'État. Non. C'est pour apurer une partie de la dette extérieure du pays. Parce qu'il y a les créanciers du Cameroun qui ont mis la pression sur les FMI pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et la France, comme vous avez dit, c'est-à-dire que, on trouve donc la France était donc obligée de passer par le FMI pour venir mettre la pression sur nous. D'où la réunion d'Exemple, je crois. Oui, 23 décembre. Du 23 décembre qu'on a tenu ici, à Yaoundé. Donc, le comptage physique, qui sont ceux qui vont le faire? C'est pas M. Roger Betala ou bien ses ex-collègues. On saura qui choisit. On saura qui choisit. Et quand ils vont descendre, celui qui va descendre, il va recevoir un coup de fil. Si par exemple, s'il descend et que
c'est le fils d'un ministre ou bien de quelqu'un qui est haut placé, il va recevoir un coup de fil pour dire, bon, laisse un peu ça tomber et tout. Et la machine va repartir. La preuve, on est passé de 28 milliards, on est passé de 36 milliards en 87 à 28 milliards en 2007 et aujourd'hui on se situe à 75 milliards de francs CFA. Roger Betala, effectivement, beaucoup de problèmes. Vous avez des réponses puisqu'il énumère un certain nombre, Jean-Robert Wafo énumère un certain nombre de problèmes. Bon, pour la Caisse de dépôt et de consignation, le processus est engagé. Moi j'ai confiance que le moment venu, on nommera les responsables et puis la Caisse va se mettre en place. C'est ce qu'on nous dit depuis 2011. Hein. Moi j'ai espoir que le processus est engagé. Ouais. Donc moi j'ai espoir que le moment venu, on nommera les responsables et que la Caisse de dépôt et de consignation, qui est très importante, comme vous le dites, pour l'économie nationale, pour la visibilité, va se mettre en place. Ça, c'est dingue. Et puis, moi, je dis, bon, je comprends le ministre. L'État n'est pas... Il y a des problèmes au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de la gestion de l'État, comme dans tous les États du monde. Si vous suivez, vous qui avez donné l'exemple de la France, la France, aujourd'hui, si je prends quelques exemples, Sarkozy, à un moment donné, a décidé qu'il allait réduire les effectifs. Ouais. Fillon a donné même un chiffre. Macron également a dit qu'il allait donner un chiffre pour la réduction des effectifs. Donc, le problème de la réduction, de l'assainissement de la fonction publique n'est pas simplement un problème camerounais. C'est un problème mondial. On adapte ces effectifs en fonction des besoins des États et des moyens dont disposent ces États-là pour pour rendre des services publics de qualité. Finalement, Roger Betala, est-ce qu'on ne met pas les fonctionnaires au Cameroun sur un piédestal? Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour les fonctionnaires? Il y en a combien juste? On dit 120 000 fonctionnaires au Cameroun. Oui, ça, c'est le chiffre à peu près. Oui, mais je dis... C'est pas beaucoup pour un pays comme le Cameroun, 120 000? Je ne suis pas sûr que c'est vraiment beaucoup. Oui. Parce que le nombre doit être défini en fonction des services que la fonction publique doit rendre. C'est pour ça qu'on a mis aujourd'hui à la fonction publique la notion de poste de travail. La fonction publique a quand même décidé de recruter aujourd'hui en fonction des besoins en matière de services à rendre. Et depuis déjà 2 ou 3 ans, c'est ça qui prévaut dans le recrutement aujourd'hui dans la fonction publique. Et je dis, quand vous parlez des milliards, les gens peuvent croire que c'est des chiffres exorbitants. Mais vraiment par rapport à un pays qui a des besoins, un pays qui a des problèmes à résoudre, on ne peut pas dire que ces montants-là soient des montants qui ne soient pas au niveau du Cameroun. Non, si le Cameroun pouvait produire au niveau de sa capacité en termes de biens et services. Là, c'est bien dit. Je dis, le nombre de fonctionnaires serait même faible. Et puis, je vais vous dire une chose. Les fonctionnaires camerounais sont excessivement mal payés. Donc, on ne peut pas dire que ce soit là le goulot d'étranglement qui empêche l'économie nationale de se développer parce que les fonctionnaires absorbent de l'argent. Attends, monsieur Betala. Je continue, je n'ai pas fini de raisonner. Quand si vous suivez la suite de la phrase, vous allez vous rendre compte que je vous rejoins. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire du gaspillage. Donc, je veux dire de façon absolue, ce que les fonctionnaires absorbent, vraiment, ça ne peut pas hérisser les cheveux de la tête de quelqu'un en fonction des salaires que ces gens. Est-ce que vous imaginez un fonctionnaire qui a 30 ans de service, qui est en catégorie A2, qui est hors échelle, vous savez combien il gagne à la fin de sa carrière? Moins de 300 000 francs par mois. Ce qui n'est pas normal, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vais donc dire par là que focaliser le problème pour dire que c'est eux qui sont le gouffre à soupe. Mais c'est ce que le chef de l'État fait, Roger Betala. Attends, le chef de l'État ne dit pas que c'est un gouffre à soupe. Oui. Le chef de l'État dit que les sous sont mal utilisés à ce niveau, c'est qu'il y a des gens qui ont un double salaire. Comme a dit, je suis d'accord avec le ministre, il a dit qu'il y a des gens qui touchent à la place des autres matricules, c'est-à-dire quelqu'un touche 2, 3, 4 matricules. C'est ça que condamne le chef de l'État. Il y en a qui ont même 80 matricules. Oui, bon, je ne veux pas aller jusque-là. Moi, je dis 80 matricules. Donc, ce que le chef de l'État... Oui. C'est des milliardaires. Ce que le chef de l'État des châteaux là, condamne, partout, là. Mais pourquoi que ça c'est le fait que le nombre de gens n'est pas compatible avec le niveau de la rémunération. C'est ça que le chef d'État condamne. C'est-à-dire que 100 personnes doivent gagner 10 000, mais 100 personnes gagnent
30, 40, 50 000. Parce que les gens utilisent, moi je ne veux pas dire 80 matricules, mais les gens ont plus d'un matricule. Donc le chef de l'État demande que chacun touche exactement ce à quoi il a droit. Non, mais... Et que s'il y a un surplus, que ce plus-là serve à autre chose. Il peut même servir à d'autres recrutements. Parce que je vous dis, moi c'est mon observation. La fonction publique camerounaise a des déficits de personnel dans certains secteurs. Des déficits. Vous arrivez dans certains services, vous vous rendez compte que la qualification est limitée. Il y a des endroits, il y a même certains services qui ont disparu à la fonction publique, comme le service de chauffeur. Le poste de chauffeur a presque disparu dans la fonction publique camerounaise. Et les chauffeurs, comme voilà, ils sont comment? Mais ils sont recrutés. Est-ce que vous savez que parfois certains agents sont transformés en chauffeurs? Est-ce que vous savez qu'il y a des cadres qui sont transformés en secrétaires? C'est-à-dire, je suis nommé directeur. Dans ma direction, il n'y a aucun agent, c'est le genre d'armée mexicaine, où il n'y a que les généraux. Donc, il n'y a que les cadres qui sont en A2 comme vous. Et il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de chauffeur. Vous demandez parmi ceux qui viennent d'arriver qui a le permis. Et vous lui remettez la voiture. La dame qui vient d'arriver, qui a... Parce qu'il y en a, comme les Camerounais font beaucoup d'études maintenant, avant d'être à l'ENAM, a eu un BTS en secrétariat. Vous mettez un administrateur civil au secrétariat. Ça se passe énormément dans beaucoup de services à la fonction publique parce que la qualité du personnel n'est pas toujours là par rapport aux besoins. Donc, on ne peut pas poser le problème de la fonction publique simplement en termes de gaspillage de l'argent. C'est vrai, mais il faut aussi le poser en fonction de la qualité par rapport aux besoins du service de qualité. Et ça, c'est également très important. Et j'ajoute parce que je crois que l'honorable a posé, parce que je n'ai pas bien suivi, parce qu'il a posé une autre question, honorable, je ne sais pas. Non, sur le rapport de la Chambre des comptes. Sur le rapport de la Chambre des comptes. C'est écrit noir sur blanc. Sur le rapport de la Chambre des comptes, je voulais vous dire quelque chose, peut-être que les gens de la Chambre des comptes feignent parfois d'ignorer, que les députés parfois feignent d'ignorer, c'est la réalisation du budget. Avant d'utiliser ces milliards, il faut les réaliser. Vous êtes sûr que tous ces milliards sont réalisés? C'est effectivement ce que la Chambre des comptes a dit. Donc, c'est pour ça que je veux conclure. J'ai envie de conclure. Non, je veux dire que c'est pour ça que j'ai dit dès le début, c'est une question très délicate. Il ne faut pas la prendre comme si c'était un budget de la France ou un budget d'un pays où les choses sont transparentes et claires. Monsieur Betala, vous n'allez pas quand même remettre en cause l'intégrité et la compétence. Je ne mets pas en cause la preuve. Je suis des hommes de qualité. Non, je suis interrogatif. Si j'étais affirmatif, j'aurais remis en cause. Vous voyez que moi je suis sobre parce que j'ai confiance en ce qu'ils font. Eux peuvent être sincères dans ce qu'ils font parce que le président de la Chambre des comptes, lui travaille avec des statistiques qu'on met à sa disposition. Je ne crois pas que le président de la Chambre des comptes a des fonctionnaires qui vont le tour du terrain pour savoir si telle trésorerie de Myome Salah ou de mon village à Mangama. Manifestement, ils ont des relais. C'est la raison pour laquelle ils ont pondu ça dans leur rapport. Le président de la Chambre des comptes, c'est quelqu'un de très très compétent. C'est des gars, des magistrats chevronnés. Mais je dis, il faut faire preuve de sobriété parce que le problème est plus complexe qu'il n'apparaît. Et je pose le problème de la réalisation du budget. Est-ce que les 9 milliards qui sont prévus pour le matériel de bureau sont effectivement réalisés au niveau de 9 milliards? Ça, c'est pas probable. Je dis, et je peux l'affirmer, c'est rarement le cas. Alors, bien entendu, quand on vous entend évoquer tous ces cas, Jean-Robert Wafo, Roger Betala, nous convenons qu'il y a quand même finalement des dépenses, des gaspillages qui peuvent être évités. Alors maintenant, sur quoi est-ce qu'il faut taper exactement? Où est-ce qu'il faut aller chercher? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a énuméré ici un certain nombre de postes de dépenses qui sont assez dispendieux, les séminaires, mais le chef de l'État ne parle pas, Roger Betala, des véhicules administratifs. Il n'en parle pas. Le carburant, il y a des chiffres qui ont quand même parlé de 75 millions par jour pour le carburant, simplement.
pour l'État du Cameroun. Entre les chiffres et la réalité, Oui, je oui, dis il y a tout à souvent, fait. Mais quand même. parce que Mais on voit, je on vous voit dis, des véhicules. Non, je comprends On même voit- M. Roger Betala, il est prudent. non, c'est pas Il la est prudence. prudent, On il voit est quand prudent. Vous savez qu'il a été chef service économique à la Oui. CTV, donc il a certainement eu à accompagner certains ministres. Tous les ministres des Finances. Et puis Ouais. bon, il est manifestement, et je comprends, hein, parce qu'il a une conception de la République qui, et je suis bien d'accord, qui impose qu'il ne s'exprime pas sur des sujets dont il a pu prendre connaissance étant en fonction. Je comprends un peu bien votre donc vous êtes difficulté. en train de... Non, vous êtes en non, train... alors, parce que je crois, là, il attaque mon jugement. Non, Ça veut non, dire non, que... non, Non, ça veut dire que... J'ai non, parlé c'est du que vous- devoir de réserve et ce n'est que normal. Non, non, non. Vous avez- Ici c'est la science. Il n'y a pas de devoir de réserve ici. Ici, c'est la science. Tout ce que je dis, j'y crois. Et je dis, tout ce que je dis, c'est bien beau d'avoir tous ces gros chiffres. Mais il faut que ces chiffres soient réels. Non, mais ces chiffres sont, Attends, ces je chiffres dis- sont scandaleux. Est-ce Quand on que- se rend compte qu'au Cameroun, le SMIC au Cameroun, c'est de 36 000 francs CFA. Hein? Le taux de pauvreté, c'est de 40%. Ça veut dire que 8 millions de Camerounais vivent avec moins de 2 $, donc moins de 1000 francs par jour. Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont là, ils narguent les gens dehors, tout simplement parce que ce qu'ils poussent là dehors, tout sur le fil de rapide, incalculable. Donc il faut Je suis ces d'accord. chiffres choquent. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que l'unité Mais parfois, c'est aussi caricatural, hein. que l'unité de mesure des détournements soit le milliard. C'est pas normal. Les gens ont exagéré. C'est ça que c'est scandaleux. Je suis d'accord. Normalement, la justice même devrait déjà donc ouvrir une enquête sur cette affaire dès que le président de la République a rendu public sa circulaire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de débusquer les gens, mais il faut également les poursuivre. Non, il y a... Parce que, vous voyez, oui. C'est que vous croyez donc que Et le c'est pour ça contrôle que je supérieur parle- de l'État ne travaille Non, pas. et c'est pour ça que Le je- contrôle non, mais- supérieur de l'État travaille et traque Monsieur les le- gens chaque jour. Il y a des gens Mais qui le sont contrôle traduits. supérieur de Il y a l'État des, il y a des tas de mais le fonctionnaires qui sont là, je suis qui d'accord, ont des débats, je qui suis sont mis en d'accord, débat. je Qui suis sont mis d'accord, en débat. je suis Et vous ne le d'accord. savez pas et Il vous faut croyez que- toujours que... Il ne faut pas seulement les mettre en débat, parce qu'entre-temps, ils auront bénéficié. On applique la loi. Ils auront bénéficié. J'ai dit, c'est pour ça qu'il faut On pas applique la seulement- loi. Il y en a qui parce sont qu'il y mis en des- débat, parce il y en qu'il a des d'autres qui sont allés en intérêts. prison. Oui, mais La preuve. Ils doivent tous aller en Je ne prison. sais pas si un pays en Afrique où les hauts cadres, les hauts dignitaires sont en prison comme au Cameroun. Non, je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce qu'il y a parfois des couloirs. Donc, il y a des virgules Connotations politiques politiques là-dessus. là-dessus. Ce n'est pas très crédible. Moi, je vous Vraiment, comprends. vraiment, Vous parce prenez que- ce qui vous arrange Non, dans les actions non, de mais- l'État. Non, Attends, non, moi, je vous comprends. Non, monsieur Betala, prenez la somme, prenez le montant global de tous ceux qui sont en prison, ce qu'on leur repose d'avoir détourné. Ça n'atteint pas le PIB national qu'on a détourné. Je vous ai dit qu'on a détourné au moins l'équivalent C'est ce que du vous dites. PIB. Ça, c'est ce que C'est-à-dire vous dites. Non, mais écoutez, ces visites, c'est pas déjà porté dans des Non. démonstrations. Et puis, Non. non, mais nous sommes là. Je vous comprends. Vous avez un devoir de réserve. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je vous comprends. Bon, mais vous avez- devez jouer le donc, rôle je de comprends- l'opposition. Je comprends votre déclaration. Moi-même, Nous sommes je devant vous- caméra. moi-même, je C'est vous- tout à fait normal. Vous le savez mieux Je que dis- quiconque, monsieur Betala. Je dis, moi aussi. Je sais que moi- vous êtes suffisamment intelligent, vous êtes compétent et vous le savez. Et je, Donc, c'est je que dis je dis- aussi, je peux aussi vous dire ceci, Qu'est-ce qui peut, par exemple, justifier, monsieur Betala, que je vous comprends. qu'aujourd'hui, Parce que vous il y ait appartenez. 20 000 fonctionnaires encore en fonction alors qu'ils devaient aller à la retraite? Mais je dis, c'est parce que J'ai dit 20 000. déjà, vous Le ministère des Finances, il y a 17 directeurs là-bas. C'est-à-dire combien doivent aller en retraite? Le Attends, MINAD. je dis ceci. Allez faire des Mais investigations c'est que dans vous ne tous les connaissez ministères. pas. Vous ne connaissez Et effectivement, Mais je s'ils vais vous partent en répondre. retraite, Vous ne me laissez en même pas partant vous en répondre. retraite, Mais je ne laissez-moi. suis pas là. En partant en retraite, on peut utiliser, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le gap, c'est-à-dire de leur salaire pour recruter d'autres. Parce que, voyez-vous, en 2008, après les émeutes de février 2008, quand le Il président ne de me la laisse pas. République... Parce que la ménage Non, il va change. parler, il va Non, parler. je n'aurais même Il pas va la dire possibilité sur de ce répondre point-là. sur Oui, ce point-là. Non, je suis seulement sur ce point-là. Oui, oui. Permettez-moi une seconde. En 2008, après les émeutes de février 2008, le président de la République a signé un décret augmentant les salaires de 15% et les indemnités de non-logement de 20%. Le journal gouvernemental Cameroun Tribune, en termes d'évaluation, avait fait état de ce que cette disposition, ce décret devait coûter 8 milliards de francs CFA à l'État. Dans l'État. Et vous savez d'où sortaient ces 8 milliards-là? Parce que je l'ai dit depuis février 2007. Ces 8 milliards, c'est effectivement le gap, c'est ce qu'on a pu récupérer
alors qu'on était seulement à mi-parcours de l'assainissement du fichier solde. C'est ça la réalité. Donc eux, en dégageant, en partant, la retraite n'est pas une sanction, le président lui-même le disait. En partant, ils libèrent des postes, ils font un temps soit mais ils disent qu'ils attendent le décret qui doit les amener en entrée en voie la tête, puisqu'ils ont souvent été nommés. Oui, quand ils disent qu'ils attendent le décret, je consens qu'ils sont en train d'accuser le président de la République. Parce que quand ils disent qu'ils attendent le décret, c'est pour dire au président de la République, qu'est-ce que tu attends pour nous envoyer en retraite? Donc voilà. Non, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. C'est sûr que vous connaissez quand même le fonctionnement de la fonction publique. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? C'est pas un labyrinthe. Hein? Voilà, le chef de l'État a la possibilité de vous prolonger. Moi qui vous parle, j'ai eu un décret qui m'a prolongé de 2 ans. Alors si vous veniez me trouver un an après ma date à laquelle je devais aller à la retraite en train de travailler, vous alliez me dire de partir. Mais ceux-là n'ont pas eu de prorogation. Attends, je suis en train de vous répondre. Donc ça veut dire que le départ à la retraite dépend du gestionnaire de la fonction publique qui est le chef de l'État. Quand vous êtes un fonctionnaire, il peut décider que vous ne partez pas. Et la plupart des gens qui sont dans les bureaux, il y en a qui ont ce décret-là de prolongation d'activité. Le chef d'État peut le signer 2, 3, tant de fois qu'il le veut. Il y en a aussi à qui on a déjà dit de partir et qui font et jouent au malin. À qui on a même fermé des bureaux. Et la plupart de ces gars qui sont là, qui jouent au malin, n'ont plus de salaire. Est-ce que vous savez ça? Arrêtés. Oui, les salaires sont arrêtés. C'est automatique maintenant. Tu fais ton cinéma, c'est arrêté. Donc si tu décides de venir à pied dans ton bureau, c'est ton problème jusqu'au moment où tu vas te rendre compte qu'il faut partir. Tous les avantages que tu avais sont arrêtés. Donc, c'est justement ça le problème. Attends, je vais donc dire que ceux qui continuent de travailler alors qu'ils n'ont pas eu la prolongation de chef d'État ne coûtent plus rien à la fonction publique en dehors de leur prépension. Parce qu'il y a d'abord la prépension qui est automatique. Donc, ils n'ont plus que ça. Donc, même si vous les voyez arriver, ils ne coûtent plus rien à l'État. C'est-à-dire ce que l'État leur payait comme directeur, ils n'ont plus ça. Bon, il y a peut-être des petits choses tels que certains bloquent les voitures, mais maintenant, les ministres, désormais, amènent même des huissiers. Moi, j'ai vu des ministres se faire sortir des collaborateurs des bureaux, les fermer. Donc, il y a des mesures qui sont prises. Il y a des canards boiteux partout. Mais l'État fait les efforts pour mettre ceux qui sont à la retraite véritablement à la retraite. Non, mais... Et puis, attends, je voulais aussi te dire une chose. Et puis, vous posez le problème des retraites. Ce serait bien que vous organisiez une émission sur les retraites. Parce que au Cameroun, la retraite, c'est par répartition. Est-ce que ces honorables députés se sont-ils déjà posé la situation du compte de la retraite au Cameroun? Ils se sont déjà posé cette question. Parce qu'ils raisonnent toujours en termes de non, quand tu es à la retraite, il faut partir. Ils oublient la question de la répartition parce que le système de retraite du Cameroun, c'est par répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Et lorsque vous voyez le déséquilibre, vous allez vous rendre compte, ce compte, je suis sûr qu'il est déséquilibré. Il est déséquilibré parce que les départs à la retraite sont mal gérés. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Ne tiennent pas compte de l'équilibre qu'il y a à faire. Et puis, je dis, dans cette lutte d'assainir les finances publiques, il faut ajouter le problème de la gestion des retraites. Parce que les retraites greffent le budget de l'État à cause du déséquilibre qu'il y a dans ce compte. Donc, cette affaire, vous êtes toujours à dire, il faut que les gens partent, il faut que les gens partent. Le problème, il faut que les gens partent, c'est une réaction épidermique. Mais la réaction de quelqu'un qui veut le bien de son pays doit poser une question de fond. Alors, il faut peut-être augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut étudier les conditions de départ à la retraite pour que le compte retraite soit équilibré. Et qui doit le faire? Tu fais déjà des propositions si tu les fais. Tu as fait des tas de propositions. Ben non, continuons. Alors, mais il y a quand même... Alors, finalement, Jean-Robert Wafo, on a parlé du parc, par exemple, automobile de l'État. On a parlé, vous insistez beaucoup sur ces salaires des fonctionnaires fictifs. Également, le carburant. Mais alors, est-ce qu'on a véritablement engagé les réformes qu'il faut à présent? Est-ce qu'on a commencé? Est-ce qu'on ne les a jamais faites? Non, mais quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans un trou, le monsieur d'État a dit non, nous sommes en difficulté. Et c'est un trou sans fond, tel que ça va là, fatalement. Donc le Cameroun va finir? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit.
quelqu'un vient là relever ce pays. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que M. Betala vient de parler dans des retraités. Mais lui, il faut aller à la retraite. Vous-même, vous avez été chef de service économique à la CRTV, c'est-à-dire que parce que celui qui était avant vous est parti. Non, il n'y avait personne avant moi. Bon, du moins, celui qui est là actuellement est là parce que vous êtes allé en retraite. Oui. Bon, voilà. Donc, si les gens ne partent pas en retraite, qui sont animés, que vont faire les jeunes qui sortent des écoles? Il y en a qui estiment que ce raisonnement n'est pas bon. Non, mais écoutez, il y en a qui estiment que ce n'est pas parce qu'on met les gens à la retraite qu'on ne crée plus d'emplois. D'autres estiment que la compétence des uns des autres peut entraîner une création d'emplois plus importante que les recrutements actuels. Non, il faut aller en retraite. Donc, ce n'est pas non, je ne suis pas contre le fait d'aller à la retraite, mais je voulais qu'on raisonne. Il faut se reposer. Si vous ne voulez pas aller en retraite, créez votre structure dans le privé et puis bon, vous continuez. Mais au niveau de l'État, déjà, il faut savoir que la retraite, comme le président l'a dit, ce n'est pas une sanction. Bon, sauf que lui également, bon... à quel âge doit-on aller à la retraite? Sauf que lui également, bon, devrait questionner également... Non, c'est un non politique. Son âge de la retraite. Il a été élu par le peuple, il n'est pas obligé de partir. Il partira le jour où le peuple va le démissionner. Non, mais écoutez, c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, c'est inscrit 2 mandats. Bon. Ça, c'est leur constitution. Parce qu'en 8 ans, parce que quand vous voyez le président Obama, quand il est arrivé au pouvoir, il était très jeune, très pimpant. Mais bon, voilà, il est parti. 8 ans après, il avait les cheveux gris, grisonnants et tout. C'est le travail. Le travail, quand vous travaillez énormément, vous devez aller à la retraite, surtout quand vous occupez une haute charge. Bon, je reviens sur l'affaire des fonctionnaires qui refusent d'aller en retraite. Mais écoutez, comment vous pouvez vous lever vous-même le matin? Est-ce que c'est l'objet de notre débat? Non, attendez. Parce que c'est ça. Non. Oui, mais ils refusent d'aller à la retraite et ils ont de gros salaires. Non, ils ne touchent plus de l'argent. Je vous en prie. Non, mais ils ne touchent plus. Même s'ils ne touchent plus d'argent. Ils ne touchent plus rien. C'est automatique aux finances. Oui, ils ne touchent plus rien. Je suis d'accord avec vous. Non, ils ont seulement leur prépension. Dès que la dette arrive, on ne s'occupe même pas de ça. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut assainir le ministère des Finances qui est devenu, et certains ministères qui sont devenus de hauts lieux de prédation. Parce que vous ne pouvez pas vous lever le matin. Vous mettez votre propre carburant. Vous allez au travail. Vous vous asseyez. À la fin du mois, vous n'avez presque rien. Mais chaque fois, vous sortez. Vous roulez dans de gros véhicules. Non, il faut arrêter. Et c'est pour ça que l'article 66 sur la Constitution mérite d'être appliqué. Parce que... Sur la déclaration des biens? Oui. Sur la déclaration des biens. Mérite d'être appliqué. Parce qu'il ne faudrait pas seulement le comptage public. Mais vous oubliez quand même qu'il y a des tas de fonctionnaires. Écoutez, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement le comptage physique du personnel de l'État. Mais il faudrait, parce que des gens se sont confondus à l'État, qui est également le comptage physique des immeubles appartenant, donc des gros immeubles qui poussent ici dehors. C'est important qu'on vienne demander à qui appartient cet immeuble. S'il a mis au nom de sa grand-mère, on demande qu'est-ce qu'elle faisait. Et vous allez voir, les gens vont restituer ces immeubles à l'État. Parce qu'il y en a ici dehors, donc il y a des ministères même qui manquent. Je préfère qu'on s'arrête au sujet qui nous a réunis. C'est le sujet. Parce que c'est le sujet. Ce n'est plus parce qu'ils dépouillent l'État. Ils dépouillent l'État pour aller investir pour leur propre compte. C'est le sujet. Il faut le prouver. C'est pour ça que je préconise également, il faut le prouver. À ne pas seulement se limiter au comptage physique, au comptage physique des personnels de l'État, de procéder également au comptage physique des immeubles qui poussent ici dehors de façon suspecte. Et il faudrait également que le Cameroun se dote d'un arsenal juridique en matière de lutte contre l'enrichissement illicite. Parce qu'il faut que ça passe également par une loi pour être un peu plus contraignant. C'est extrêmement important. Mais je peux vous dire quelque chose. Ceux qui sont en prison pour détournement, le détournement, c'est un enrichissement illicite. Ils sont en prison. Mais je suis d'accord. Mais oui, donc ça veut dire que nous avons un arsenal juridique qui permet, lorsque votre veste, je ne sais pas, vous l'avez payé. Est-ce qu'il y a une loi sur l'enrichissement illicite? Non. Non, c'est-à-dire lorsque vous détournez, le détournement est un enrichissement illicite. Parce que tu achètes des biens avec un argent qui t'appartient pas. C'est inscrit dans le code pénal, le détournement. Voilà. Mais est-ce que l'enrichissement illicite est inscrit dans le code pénal? Votre veste que vous avez, si j'estime que vous n'êtes pas capable de la payer, attends, je dis si j'estime, parce que je peux aussi dire que non, vous n'êtes pas capable, alors que en réalité, vous l'êtes. Donc, ça sera une dénonciation calomnieuse. Et c'est pour ça que je dis il faut faire attention avec la dénonciation calomnieuse. Et je dis nous avons un code pénal qui permet d'attraper les gens qui s'enrichissent
de façon illicite et sont très nombreux du côté de nos prisons ici. Le code ici. pénal, ça fait l'objet d'une loi. Oui. Mais je vous dis, dans ce code pénal, il n'y a pas un article sur l'enrichissement illicite. C'est pour ça que je fais la proposition, comme quoi, qu'il y ait une loi contre l'enrichissement illicite. Parce que vous verrez, vous serez surpris de dire que des véritables propriétés, c'est un peu comme les privatisations. On assiste aux privatisations braderies dans ce pays. Mais oui, il faut qu'on le dise au Cameroun, il y en a. Les privatisations ont constitué une mamelle financière. Le ministre a l'habitude de soulever des problèmes tellement complexes. Non, mais c'est pas complexe. C'est pas complexe, monsieur Betala. On n'est pas sur un banc d'école. On parle de la République. Oui. Et c'est dans le sujet. C'est dans le sujet. Parce que... Pourquoi les privatisations sont complexes? Je vais juste lui ouvrir une petite phrase. C'est que les privatisations au Cameroun se sont passées dans un environnement différent des privatisations habituelles. Vous aviez un pays qui était sous ajustement structurel, ayant un accord avec le Fonds monétaire international, qui donnait des délais pour vendre telle ou telle partie de notre patrimoine. Attends, il était difficile à l'État, dans les délais, de bien vendre. Parce que je vous donne un exemple. Vous avez cette montre, elle est mise en vente, mais moi, on m'a donné l'information que vous devez vendre cette montre à tout prix avant minuit. Qu'est-ce que je fais? Je vais arriver à midi une. Et je vais te dire, tu as dit 10 000, non, moi je te dis que j'ai 2 000. Parce qu'on m'a dit que 2 000 ça te suffit. Et si tu n'as pas les 2 000, tu es mort. Non, mais monsieur Betala. Donc, attends, Monsieur Betala. Je suis en train de vouloir dire que... On a voulu vendre la SNEC à 500 millions. Attends, je veux dire par là avec ce que ça comporte comme patrimoine. Ce que je dis le problème est complexe. Le problème des Camerounais, c'est qu'ils ont l'art de tout banaliser, même dans la réflexion scientifique. C'est-à-dire, il cherche toujours des raccourcis. C'est pas le cas ici ce soir. Non, je n'ai pas dit que c'est son cas. Non, le ministre, non, lui, non, c'est pas le cas. Non, vous avez expliqué les raisons. Il comprend bien ce que je dis là. Monsieur Betala. Lui sait très bien ce que je dis. Monsieur Betala, vous la êtes en train plupart des d'expliquer. privatisations qui ont été faites, le Cameroun avait le couteau à la gorge. Je suis d'accord. Vous êtes en train d'examiner, vous êtes en train plutôt d'examiner les causes qui ont conduit le pays à privatiser ses entreprises. Vous êtes dans les causes. Je suis dans les conséquences. Je suis en train de vous dire que la braderie n'est pas... Est-ce que vous pouvez me donner les noms, dans les identités des véritables acquéreurs des parts de l'État? Moi, je ne connais pas les... Bon, pourquoi on a refusé, pourquoi le gouvernement de la République a refusé, à travers le Parlement, qui est acquis au RDPC de façon obèse, à bloquer la demande du SDF concernant la mise sur pied d'une enquête parlementaire sur les privatisations braderies qu'il y a eu? Je ne suis pas membre du Rassemblement des Nations. Il a fallu qu'il y ait le drame des écarts pour qu'on se rende compte qu'il y a eu une supercherie dans la privatisation de la régie FECAM. Il faut ouvrir. Les gens sont enrichis là-bas. Et quel est ce pays où les milliardaires sont des fonctionnaires? S'il y a 50 milliardaires au Cameroun, 40 sont des fonctionnaires. Moi, je ne connais pas le nombre de milliardaires qu'il y a d'abord. J'ai dit que vous avez le devoir de réserve. Je suis sincère. Alors, non, écoutez, lorsqu'on a parlé... Il faudra qu'on vous interroge au T16 pour vous donner des informations qui peuvent être très utiles. Non, je vais répondre en direct. Non, très utile. Ce n'est pas pour vous arrêter. Non. Je leur donne une piste. Qu'ils aillent faire le comptage physique des immeubles et qu'ils vérifient à qui ça appartient. Sur la réduction du train de vie de l'État, Roger Betala, Jean-Robert Wafo, alors, il y avait, le président de la République parle de fonctionnaires fictifs, mais il parle également des primes et des missions, paiement des primes et missions. Ça, c'est aussi un véritable gouffre. Mais comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce chantier? Vous avez bien fait de relever cela. Comment les gens vont dans des séminaires de formation, dans des séminaires où on va les former et puis on les paye? Quand vous regardez ces séminaires et puis bon colloque là, il y a 4 pauses café. C'est normal, les gens ne peuvent pas manger chez eux. Et allez voir donc ce qu'on paye. Allez regarder dans la mercury, allez regarder les factures. Quel est ce pays où vous allez vous former dans un séminaire et puis on vous paye plus tôt? Le chef de l'État a dénoncé, n'est-ce pas? Oui, mais c'est lui qui pourrait donner les ordres. Attends, s'il a dénoncé, le chef de l'État me donne des ordres. Oui. Il a donné des ordres. Ceux qui sont maintenant, ceux qui vont dans des séminaires, je vous assure, avec ma petite expérience, que les perdièmes se réduisent comme peau de chagrin. Il y a de moins en moins de perdièmes. Il y a de moins en moins de pauses café, de 4 pauses de café. Il y a de moins en moins de pauses déjeuner.
Ça veut dire que ce que le président dit, on commence à appliquer. Moi, le problème, c'est que je suis un homme, j'ai confiance aux institutions. Je dis un État, quels que soient les États, il y a des problèmes de gestion. Il y a les problèmes de transparence. La preuve, il y a des scandales de gestion, même dans les États les mieux organisés. Même en Suisse, il y a souvent, qui est l'un des pays les plus démocratiques au monde, il y a souvent des scandales de gestion. Mais je dis, le plus important, c'est de voir là où on va. Est-ce que ce qui doit être fait est su? C'est la première chose. Et lorsqu'on voit ce communiqué du chef de l'État, on se rend compte qu'il sait au moins ce qui doit être fait. Et il demande aux gens de faire ce qui doit être fait. Et il prend des mesures pour que ce qu'il dit soit réalisé. La preuve, ceux qui ne le réalisent pas, beaucoup se trouvent du côté de la prison. D'autres ont perdu des postes. Le véritable problème, c'est qu'on ne voit pas ceux qui payent l'insubordination pour leur insubordination. Oui, mais il a demandé aussi qu'il y ait des sanctions plus sévères. Les sanctions sévères, est-ce qu'il y a une sanction plus sévère que d'aller en prison où on te saisit tous les biens? Il y a une sanction plus sévère pour un fonctionnaire qui a détourné. On te saisit les biens, on te met en prison, on t'oblige à rembourser. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont astreints à cela. Non seulement qu'ils ont été arrêtés, privés de liberté, on a saisi tous leurs biens. En plus, on leur a dit qu'il faut payer ce qui reste. Parce qu'on s'est rendu compte que les biens n'étaient pas suffisants pour rembourser le corps du délit. Donc vous voulez dire que ceux qui sont dehors, c'est ceux qui n'ont pas volé? Non. Je veux dire que c'est que le processus est en cours. Je ne suis pas pessimiste comme vous. Même s'il faut construire, même s'il faut aller dans une localité du pays. La différence entre vous et moi, c'est que... prison, on les met tous là-dedans, ça ne générera personne. Non, la différence entre vous et moi, c'est que je vois les efforts qui sont faits. Et lui, il ne les voit pas. Lui, il trouve que rien n'est fait. C'est pas ce que j'ai dit. Attends, voilà. Je n'ai pas dit que rien n'est fait. Ça, c'est mon interprétation de ce que vous dites, qui n'est pas nécessairement la vôtre. Non, mais oui, c'est une interprétation qui ne reflète pas la réalité. C'est ce que vous dites. Parce que vous parliez tout à l'heure. Je n'ai pas fini. Je voulais quand même laisser que je finisse quand même. Je dis, moi, je vois les efforts qui sont faits. Oui. Je vois d'où est parti ce pays. Il est là, en 1982-83, il suivait déjà, peut-être de loin, ces choses-là. Lorsque tu vois ce que le Cameroun est devenu une trentaine d'années plus tard, tu te dis quand même qu'il y a eu des efforts. Ces efforts sont-ils au niveau de des attentes des uns et des autres? Ça, c'est une autre interrogation, mais les efforts sont là. La chose serait très grave s'il n'y avait même pas de changement. Et lorsque j'ai dit lorsque vous allez à la fonction publique, lorsque vous suivez l'économie nationale, vous êtes capable aujourd'hui de repérer à tout moment dans cette économie où est le problème. Ce n'était pas évident il y a une quinzaine d'années de savoir que les recettes fiscales ont diminué. Le ministre des Finances a sorti un communiqué l'autre jour qui faisait la situation de l'économie nationale au premier trimestre de l'année 2017. Les gens ont trouvé ça évident. Mais j'ai dit, si vous réveillez nos parents qui sont moi il y a une vingtaine d'années, ils vont me dire, mon Dieu, quand on est devenu comme les États-Unis. On peut savoir... Comment c'est devenu comme les États-Unis? Non, je veux dire qu'en termes d'actualisation des données, je vous dis, lorsque le ministre des Finances a sorti la situation financière du pays, au premier trimestre de l'année 2017 comparé à l'année 2016. Ça montre qu'un effort, parce que pour assainir, il faut maîtriser les données. Ça veut dire que l'État maîtrise de plus en plus les données et personne n'a contesté ces chiffres. Ça veut dire qu'il y a les efforts qui sont faits dans la qualité de la gestion. Elle n'est pas parfaite. Roger Betala, Jean-Robert Wafo. Alors, il y a quand même que ce n'est pas la première fois qu'on lance ce genre d'initiative. Ça ne peut pas être la première fois. Oui, mais ça ne sera même pas la dernière fois. Au service économique en 87, le 20 juin 87, quand le président allait à l'Assemblée avant d'aller au FMI. Il y avait eu des mesures beaucoup plus fortes que celles-ci, mais les résultats n'ont pas suivi. Les résultats n'ont pas suivi comment? Vous savez, il y a eu des résultats. Mais on est allé au FMI? Non, ça n'a pas... Ce n'est pas parce que vous réduisez les effectifs, vous assainissez les finances publiques que vous n'êtes pas obligé d'aller au FMI. Non, le problème est plus global. Ce n'est pas parce qu'on a réduit les effectifs des fonctionnaires ou on a réduit les charges de l'État que vous n'allez pas au FMI. Nous sommes allés au FMI parce que le problème était structurel. Il n'était pas conjoncturel. Réduire les effectifs et les marges et tout ça, c'est ça qu'on appelle la conjoncture. C'est-à-dire qu'on croit que parce qu'on va prendre une décision
dans un domaine bien précis. Le problème était plus profond. L'économie était rigide. Les filières de l'économie manquaient de flexibilité. La diversité de l'économie n'était pas une réalité. Nous avions une économie peu compétitive. Nous avions des problèmes énormes avec les entreprises d'État. Le pouvoir de l'ancien président créait ces entreprises pour augmenter le nombre de salariés, pour redistribuer l'argent qui venait du cacao, du café et du coton. C'était un problème structurel. C'est pour cela que nous étions obligés d'aller au FMI, parce que beaucoup de gens ont fait un mauvais diagnostic en 1988. Et ce n'était pas la faute de ceux qui ont fait le diagnostic. C'était la première fois qu'en Afrique, il y avait une telle secousse. Et les gens étaient habitués en Afrique à gérer les recettes. C'était tous des rentiers, pour la plupart. Ils ont cru que l'économie, c'est simplement vendre le cacao, le café et venir construire les routes et les machins. C'était plus complexe que ça. Et puis le monde avait changé. Il y avait le concept de la mondialisation qui exigeait la déréglementation de l'État et de l'économie. Donc le problème était beaucoup plus complexe, c'était beaucoup plus vaste, beaucoup plus difficile. Et on s'était trompé de diagnostic. On s'était trompé de diagnostic. Beaucoup plus tard. Non, on s'est rendu compte de ça à partir des... Parce qu'en 88, il y a eu ces... On s'est rendu compte de ça à partir de début 90, 91, parce qu'on s'est rendu compte que toutes les mesures qui avaient été prises n'avaient pas donné grand-chose. C'est là que les gens se sont dit, mais peut-être que la solution qu'on a proposée n'était pas la bonne. Et si vous vous souvenez, à partir de ce moment-là, on a parlé des filières, de la libéralisation des filières cacao-café, ainsi de suite, toutes les déréglementations, les restrictions quantitatives à l'importation, à l'exportation. On a essayé de dérégler tout l'appareil de production. Et là, on l'a même fait en désordre également, parce que nous étions sous pression, nous n'avions pas l'expérience. Et personne ne l'avait, en réalité. Et je vous disais tout à l'heure dans cette émission que j'ai eu la chance à cette époque de causer avec des responsables de la Banque mondiale. Je peux le citer aussi, il s'appelle Ismaël Serageldine, il était le directeur d'Afrique de la Banque mondiale et il est égyptien. Il m'avait dit dans sa voiture, parce qu'il a apprécié le travail que les pauvres journalistes camerounais de l'époque, nous n'étions pas très nombreux, faisions. Il m'a dit, Monsieur Betala, j'apprécie ce que vous faites, je veux vous dire ceci. Ni la Banque mondiale, ni le Fonds monétaire international ne connaît toutes les questions, toutes les réponses aux questions qui se posent pendant le processus d'ajustement. Et le plus souvent, une réponse devient une nouvelle question. Et la plupart des États, y compris le FMI, s'arrêtent à la première réponse, alors qu'elle est devenue une question. C'est pour ça que moi, je ne condamne pas ceux qui ont proposé des mesures à cette époque-là, parce que c'était complexe, personne ne maîtrisait exactement ce qu'il fallait faire. Non, mais ils l'ont dit parce qu'ils ne connaissaient pas notre pays. Mais ceux qui représentaient le Cameroun, ceux qui étaient côté camerounais, étaient censés savoir comment le pays fonctionne. Ils ne l'ont pas fait. Il faut dire simplement qu'ils étaient incompétents. Non, c'est clair. Non, ils n'étaient pas incompétents. Non, écoutez, il faut le dire, ils étaient incompétents. Vous le dites en d'autres termes. Et moi, je le dis pour que l'enfant du coup... Moi, je ne peux pas parler d'incompétence. J'ai dit la complexité à mener les uns les autres. Écoutez, ils sont là pour résoudre des problèmes complexes. C'est pour ça qu'ils occupent des positions, ils occupent des postes. Mais comment vous l'avez compris et puis eux, ils n'ont pas compris? Je ne l'ai pas compris à ce moment-là. Je l'ai compris bien plus tard. Mais à ce moment-là, qui étais-je pour comprendre? Ça pose le problème de la qualité même de ceux, donc de ceux qui occupent certains postes de responsabilité, notamment en matière économique. Et puis au-dessus d'eux, quand même, il y a des ministres, et au-dessus des ministres, il y a le président de la République. On parlait, c'est-à-dire que quand une réforme est lancée, quand un projet est lancé, il y a quand même un haut lieu, une haute instance de suivi et d'évaluation de l'action gouvernementale. C'est le Conseil des ministres. Ailleurs, en France, ça se tient, c'est tous les mercredis. Mais ici, ça s'est tenu. Est-ce que vous savez que même dans les pays européens, les conseils des ministres font des faux diagnostics? C'est pas ça le problème. Mais oui, c'est-à-dire que tous aussi sont incompétents. Non, écoutez, au moins ils se réunissent et ce qu'on peut évaluer, on évalue. Alors, parfois, ils font des mauvaises évaluations. Et c'est le problème également de compétence, de right man at the right place. Alors, Jean-Robert Wafo, est-ce que vous pensez... Combien de ministres dans ce pays ont déjà fait eux-mêmes leur propre rapport? Est-ce que vous pensez... Quand ils vont à l'extérieur. Moi, je suppose qu'ils le font. Moi, je ne peux pas remettre en cause... Jean-Robert, est-ce que vous pensez, ce nouveau plan, ces mesures que le chef de l'État annonce, est-ce que vous pensez qu'elles ont des chances d'aboutir à quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir des résultats? On peut se dire que la question de la masse salariale qui vous tient tant à cœur sera résolue d'ici quelques temps? Est-ce qu'on peut se dire que le parc automobile de l'État pourra être dégraissé? Est-ce qu'on peut se dire encore que
le nombre de ministres pourra baisser d'ici, peut-être lors du prochain gouvernement. On verra bien. Est-ce que vous pensez que tout cela soit réalisable? J'ai comme l'impression que vous êtes dans le monde merveilleux de Walt Disney. Oui. Un pays comme le Cameroun, avec ses habitudes, ses mentalités, c'est pas possible. Parce que déjà, même au niveau du comptage physique, il y aura la corruption là-bas. Il y aura le trafic d'influence. Et en matière de parc automobile, c'est un peu comme si vous demandez à quelqu'un d'habiter dans une maison climatisée, luxueuse, et vous demandez maintenant d'aller habiter dans le Carabout, comme on dit la nature. Enfin, il n'acceptera jamais, il fera tout pour que ce ne soit pas ainsi. La preuve, où est passé CIGIPES 2? L'État a investi des milliards, c'est parti. Il y a eu CIGIPES 1, CIGIPES 2. Mais CIGIPES 2 fonctionne. C'est grippé. Allez demander au ministre de la fonction publique. Oui, mais ça fonctionne comme ça. Au ministre Sanguine, qui est un homme de qualité. Allez lui demander. Il y a des problèmes. Il me souvient également, quand on a nommé le ministre Alamine May, que donc, le mois qui suivait en matière de paiement des salaires, on a envoyé des salaires dans les coopératives. C'est des mafias qui exerçaient, qui venaient lui dire, OK, comme tu dis que tu es venu travailler, on t'attend. Essayez de lui demander, parce que moi je mesure, compte tenu des mentalités des différentes mafias, que ces gens vivent un drame insoutenable. Mais bon, ils ont été choisis, ils ont mis leurs compétences au service de la nation. Et malheureusement, ces mafias, il faut avouer, M. Betala, sont plus fortes que ceux qui vraiment veulent travailler. Et puis, je disais de right man à the right place. Mais vous ne pouvez pas quand même prendre un ingénieur de travaux publics, vous l'envoyer au ministère de la Santé. Et il faudrait, pour me résumer, qu'il y ait une réelle volonté de vouloir pourchasser les gaspillages et supprimer les dépenses improductives. Et pour le faire, il faut une réelle volonté politique. Tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas fait, tant que également, parallèlement à ça, on n'actionne pas l'article 66 sur la déclaration des biens, le Parlement n'adopte pas une loi contre l'enrichissement illicite, j'ai dit, on sera en train de marcher en arrière plutôt. C'est la raison pour laquelle je dis, nous sommes dans le trou. Bon, je voulais déjà vous dire que le ministre de la Santé n'est pas ne vient pas des travaux publics. C'est un ingénieur polytechnicien. Oui. Donc Il est ingénieur polytechnicien. C'est mon camarade. C'est-à-dire qu'on était à Vogt ensemble. Moi, j'étais en 6e, il était en première. Donc, c'est les premières promotions de Polytechnique. Oui, mais bon, on pouvait l'envoyer. Non, c'est un ingénieur polytechnicien. Oui, je vous dis, c'est pas tout le monde qui va à Polytechnique. Oui. Donc, c'est vraiment... Non, je ne doute pas de la qualité. C'est-à-dire que c'est un intellectuel connu. Ça veut dire qu'il peut comprendre facilement. Non, c'est un intellectuel connu qu'on pouvait utiliser ailleurs. Non, on peut aussi l'utiliser à la santé parce qu'il a l'avantage d'être... Non, mais quand il y aura des gaspillages, comment il sera? Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'organiser. Donc, il a un quotient intellectuel qui lui permet de comprendre facilement les petits problèmes de la santé. C'est moins difficile que les mathématiques et la physique. Nettement moins difficile qu'il a pu faire dans ce cursus. Alors, ceci dit, je dis ceci. Il faut faire confiance à ce qui est fait. En 2008, lors de la crise immobilière de 2008, le Cameroun a fait preuve d'une résistance exemplaire. Vous savez pourquoi nous avons résisté? Parce que l'économie était mieux gérée. Il y avait de l'anticipation dans cette économie. Le Cameroun aurait pu s'effondrer si c'était l'économie d'antan. Nous avons résisté à une crise terrible, celle de 2008. Les pays occidentaux n'ont pas pu. Eux qui ont tous les moyens d'usage de faux, ils déterminent les coûts des matières premières, discutent machin, n'appliquent même pas les lois de l'OMC, ainsi de suite. Le Cameroun a résisté en 2008. C'était ce président qui était là. Les gens n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, ils ont cru que c'était évident. On aurait pu s'effondrer en 2008. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Le Cameroun a un taux de croissance de 4%. Nous avons... Un taux de croissance théorique. Non, ce n'est pas théorique, c'est la variation nominale du produit. Non, là je suis sérieux, je parle de la science. Je parle également de la science. Non, la science c'est 4%. C'est quoi? Je vais dire aux gens comment on le calcule pour que ce ne soit pas théorique. C'est la variation de la quantité de richesse nationale d'une année à l'autre. Entre 2017 et 2016,
entre Non, 2000... il faut indexer. Non, ça c'est autre chose. Le taux d'accroissement démographique ainsi que le taux d'inflation. Ça c'est autre chose. Ça, je parle de l'accroissement. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à accroître leur richesse. Ça veut dire que le Cameroun, depuis 2006, que nous sommes entrés dans... Après le point d'achèvement, il y a toujours eu accroissement de la richesse nationale. On n'est pas allé plus bas. On a toujours couru. Peut-être que cette vitesse de croissance-là n'est pas bonne parce qu'elle est même inférieure à ce qui est contenu dans le document de stratégie qui parlait de 5%. 5,5 jusqu'en 2020. Mais le Cameroun n'est pas descendu. Nous avons pu nous maintenir, on a pu maintenir la tête hors de l'eau. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Je vous donne quelques exemples de pays qui avaient les 17% de croissance. La Guinée équatoriale avait. La Guinée équatoriale aujourd'hui a moins 9% de croissance. Le Tchad, pareil. Nous aurions aussi pu nous écrouler. Nous ne nous sommes pas écroulés. Et le Fonds monétaire international est arrivé. Nous allons au FMI de façon différente par rapport à 1992-93. Nous sommes debout en allant au FMI, on n'est pas couché. On est couché. C'est la différence. Monsieur Bétala, on est couché. Pourquoi nous sommes debout? Quand vous faites un prêt de 392 milliards de francs CFA, et votre financier vous dit, OK, je vous donne d'abord 101 milliards de francs CFA, et le reste sera échelonné sur 2 ans, ça veut dire que vous allez à genoux. Si vous acceptez, c'est parce que vous êtes à genoux. Non. Non, mais c'est clair. Et puis... Je dis non. Je vais expliquer pourquoi c'est non. D'abord, il faut comprendre le fonctionnement du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une banque de prêts. Non. Le Fonds monétaire international te donne l'argent pour donner le signal aux autres que tu es solvable. Mais bien sûr. Attends. On n'a pas dit le contraire. Si le Cameroun est solvable, ça veut dire qu'il n'est pas à genoux. Nous sommes à genoux. Non. Tu ne peux pas être à genoux et être solvable. Et puis, deuxième chose. Le chef de l'État... Il y en a qui roulent en Mercedes et qui sont endettés à hauteur de plusieurs centaines de millions. Non, ça c'est Non, c'est un peu ça le Cameroun. Non, non. Et puis deuxième chose, le Cameroun le chef d'État c'est une ordonnance qui donne la possibilité au Cameroun d'accéder à un endettement non concessionnel. Vous savez ce que ça signifie? De combien? 1200 milliards. Oui, mais ça veut dire déjà que le Cameroun peut entrer sur le marché de devises qui n'a rien à voir avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, avec la Caisse française de développement. À quel taux? Attends, ça veut dire que nous sommes sur... Mais je dis, hein, pour qu'on te prête même au taux usuraire, c'est qu'on sait que tu peux. Et puis je vais te dire une deuxième chose. Le ministère des Finances va lancer bientôt l'emprunt obligataire. Pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous diversifions les sources de financement? Parce que nous sommes capables de rembourser. Et ceux qui nous donnent l'argent savent que nous sommes capables. En 1992-93, nous ne pouvions même pas prendre un franc quelque part. Alors, monsieur, justement, on arrive au terme de cette émission. Hein, monsieur Jean-Robert Wafo, un dernier mot. Parlant de ces projets, je dis, je suis d'accord pour les emprunts obligatoires. On a lancé plusieurs emprunts obligataires, on ne sait pas à quoi ça sert. Je vais prendre l'exemple sur l'Égypte. Le deuxième canal de Suez. Les travaux ont été lancés, le début des travaux c'était en 2015. Et c'était prévu pour 2017, l'inauguration de l'ouvrage et tout. En 2015, ils ont achevé. Le montant du projet c'est de 9 milliards de dollars. Et ces 9 milliards ont été financés par les Égyptiens, et même les particuliers égyptiens et les entreprises égyptiennes. C'est-à-dire que ce deuxième canal de Suez devait permettre une double circulation des navires porte-conteneurs, une réduction, n'est-ce pas, du trafic, etc. Et ça devait doubler le nombre de navires qui devaient accoster, n'est-ce pas, dans ce canal. Ils ont acheté ça contre les bons d'investissement du Trésor. Ils ont prévu, ils sont clairs. En 2023, ça va rapporter 13,2 milliards de francs, 13,2 milliards de dollars. Voilà ce genre qu'on veut. C'est des endettements internes. Quand on va dehors, et surtout quand on est à genoux comme le Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de lever les fonds même à des taux usuraires. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Il y a des Camerounais qui peuvent le faire, qui peuvent financer certains grands projets. Malheureusement, ils ne croient plus.
ils ne croient plus en la sincérité du gouvernement. Parce que manifestement, ils ont des informations vraies. Et on ne peut pas réduire. Comme quoi l'État... À partir des finances publiques, ça c'est aussi à cette heure-ci, mais on emprunte. Vous dites qu'il y aura un emprunt obligataire et tout, mais au niveau des finances publiques, il ne faut rien espérer en termes d'économie pour pouvoir financer autre chose. Oui, il y a le budget d'investissement public qui est là. Oui, oui il est là, il est en train d'être exécuté. Il y a le programme triennal d'urgence. Mais vous êtes pas au Cameroun alors? Non, ben... Vous avez vu moi j'ai vu sur vos télé l'hôpital régional de Bolova, celui de Bamenda, de Bafoussam. C'est avec le budget, c'est avec le plan triennal d'urgence. Le budget d'investissement public est en train de se réaliser. Le budget 2017 de l'État est en train de s'exécuter. Ça veut dire que les finances publiques, chacun joue son rôle. L'État veut simplement aller vite parce qu'il a les moyens d'aller un peu vite. C'est pour ça qu'il recourt à l'emprunt. Bien, ok. Alors, on vous aura compris, monsieur Jean-Robert Wafo, monsieur Roger Betala, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir débattu avec nous ce soir dans le cadre de cette édition de Géopolis de la réduction du train de vie de l'État au Cameroun. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis. En attendant, restez avec les programmes d'Equinox Télévision. À bientôt.